Alors, on va passer donc au paragraphe grand 3. Donc, c'est un paragraphe qui est facultatif, euh, comme je vous l'ai dit. Voilà, on a eu des choses qui ne sont pas au programme. Bon, mais mes collègues de deuxième année aiment bien que je le traite. Donc, je le traite, mais pour vous, donc, c'est pas du tout prioritaire. Hein. Ce qui est prioritaire, c'est appliquer le premier principe et le second principe. Hein. Voilà, ça, c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Voilà. Et donc, je pense que c'est pas du tout prioritaire. Il faut d'ailleurs bien comprendre toutes les transformations qui impliquent en fait des traversées complètes de changement de palier, hein, avant de s'attaquer, je dirais, à ça. Alors, le problème, si j'ose dire, auquel on va répondre, ben, c'est le suivant. Sur notre surface ici sur notre surface des états, on a finalement l'expression de U, de S, enfin de H, partout, quelque part, sauf sur les zones ici, voilà, qui sont purement diphasiques. Hein. Donc là, sous la courbe de saturation, ou ici, dans cette zone-là, où j'ai un équilibre liquide-vapeur, et puis éventuellement là où j'ai un équilibre solide-vapeur, hein, également ici. D'accord, ça va s'appliquer à tous ces cas-là. Alors, moi, je vais faire le raisonnement avec un équilibre liquide-vapeur, il peut se généraliser à tout autre système diphasé. Voilà, donc il faut trouver l'expression, mettons, de U ici, hein, et ensuite, une fois qu'on aura fait le raisonnement, on verra que ce raisonnement est valable pour n'importe quelle fonction extensive. Donc, ce qui sera dit pour U sera valable pour H, pour S, même pour le volume, etc. Bon, voilà. Donc, il nous reste voilà, à traiter, hein, voilà, des transformations dont l'état final ou l'état initial serait ici, dans cette zone-là où le système est vraiment diphasé. Donc on n'aura plus de traversée de palier complète, on aura des traversées partielles. Voilà, alors je vais effacer mes gribouillis. Voilà, alors... donc on est dans ce grand 3. Alors on cherche donc à exprimer l'énergie interne, commençons par l'énergie interne, d'une masse petit m d'eau, pour fixer les idées, hein, sur un état donc E. Donc E, voilà, je l'ai représenté ici. E, c'est un état sur un palier de changement d'état à température grand T. Donc j'ai un équilibre liquide-vapeur. J'ai les deux extrémités du palier, EX liquide, EX vapeur. Voilà. Ici, à la pression de vapeur saturante à la température T, qui est la température donc, du palier, de l'isotherme. Ici, l'état liquide, ici, l'état vapeur. Et ce que je lis ici, donc, les volumes massiques de la phase vapeur de EXV, et ici, le volume massique de EXL. Bon, et là, le volume massique de E. Voilà, donc cet état E, finalement, il était fini. Je peux prendre comme paramètre d'étape un petit v et t. On voit bien que, bon, si je change t, je passe voilà, sur une autre ligne. Hein. Voilà, et ensuite, il y a petit v, donc E est entièrement fixé par t et v. Donc ce sont là des paramètres d'état qui fonctionnent tant que E, on va dire, est sous cette courbe de saturation. Hein. Voilà. Voilà, alors... le raisonnement est assez comment dirais-je, élégant, hein, parce qu'il repose en fait uniquement sur l'argument d'extensivité. Et on va pouvoir trouver finalement l'expression de U de E simplement sans, je dirais, sans aspect empirique, de mesure, autre chose comme ça. Hein. Voilà. Alors, on exploite donc l'extensivité de l'énergie interne du système diphasé. Bon, premièrement, ben, c'est pas compliqué, j'ai un système diphasé. Donc, l'énergie interne de ce système diphasé, c'est la somme de l'énergie interne de la phase vapeur, du sous-système phase vapeur, plus l'énergie interne du sous-système phase liquide. D'accord ? La masse du sous-système vapeur, c'est mv de E, ça dépend de E. La masse du sous-système liquide, c'est ml de E. D'accord ? Alors ensuite, pourquoi il y a ça ici ? Bon. Là, si vous voulez, maintenant, pour chacun de ces termes, U1,10V, U1,10L, on est ramené à un système monophasé. C'est ce qu'on faisait jusqu'avant qu'on aborde ce chapitre. D'accord ? Donc, je peux choisir mes paramètres d'état. Je peux choisir n'importe quelle coupe de paramètres d'état. Et bien, en l'occurrence, je vais choisir la température et la pression. Et la pression, elle vaut la pression de vapeur saturante. D'accord ? Là, excusez ce P indice petit v, bon, qui est sur le L ici. Le petit v veut dire pression de vapeur saturante. Voilà. D'accord ? Donc, ici, ce U, indice V, hein, c'est l'énergie interne, donc, comme je viens de le dire, du sous-système en phase vapeur, de masse mv2E. C'est un système qui est monophasé. Hein. Donc, les paramètres d'état peuvent être choisis, par exemple, comme ce couple-là, T et P.
hein. Évidemment, ce n'est pas par hasard que je vais prendre ce couple-là, parce que ça va certainement m'arranger plus tard, puisque ces deux T et P sont constants sur un palier liquide-vapeur. Même température, même pression. D'accord? Donc finalement, si E se déplace à T constant, hein, et il est quelque part, voilà, je ne sais pas trop où il est entre XL et XV, et si T ne varie pas, et bien à ce moment-là, les T et P ne varient pas non plus. D'accord? Voilà. Alors ça, donc, c'est pour le système en phase vapeur. Bon, pour le système en phase liquide, voilà, pression de vapeur saturante, hein, le petit v, c'est pas une erreur. Voilà, c'est l'énergie interne du sous-système en phase liquide. Bon, la masse totale, évidemment, c'est la somme des masses de chacune des phases. Alors ensuite, on va exploiter l'extensivité des énergies internes des sous-systèmes monophasés. Et on va passer aux grandeurs massiques. Voilà, d'accord? Alors, l'énergie interne de la phase vapeur, je vais l'écrire comme la masse de la phase de cette phase vapeur, mv de E, multiplié par une certaine grandeur. Bon, d'accord, je fais le rapport hein, de U indice grand V sur petit m. Ça me donne ce U indice petit v de ET. Alors pourquoi j'ai pas remis P? Parce que comme PV est déjà une fonction de T, d'accord, bon, à ce moment-là, j'ai plus que l'autre paramètre, c'est T. Bon, voilà. Donc, j'ai E est quelque part sur le palier, d'accord. Je prends l'énergie interne de sa vapeur, je le divise par la masse de la vapeur, voilà, et je me récupère donc U indice ET, c'est l'énergie interne massique donc de la phase vapeur, et a priori, cette grandeur dépend de E. D'accord? Donc vous imaginez que vous vous baladez sur un palier à T constant, bon, vous avez plus ou moins de vapeur, ok? Mais cette vapeur, bon, quelle est son énergie interne? C'est un petit peu ça la question. Bon, d'accord? Voilà, donc je peux la prendre sous forme massique, mais enfin, bon, en gros, quelle est son énergie interne? Alors, pour raisonner hein, de manière facile, assimilons momentanément la phase vapeur à un gaz parfait. Après tout, ça se fait, hein, d'accord, mais c'est pas très précis. Alors donc, le U indice V ici, alors j'ai laissé tomber le petit E momentanément. Bon, voilà, d'accord. Donc l'énergie interne de la phase vapeur, eh ben, c'est du NCVT. Donc le nombre de moles, c'est la masse du système, donc M indice V de E, divisé par la masse molaire. Ok, ça c'est le N. Et puis c'est VT. D'accord. Donc, maintenant, c'est assez facile de voir que ce que j'ai noté U indice V de ET, c'est-à-dire l'énergie interne massique, ça fait CVT sur M. Ça ne dépend donc que de la température du palier, hein, et pas de l'état E considéré, sous-entendu, sur ce palier. Hein, d'accord? Ça dépend que de la température voilà, du palier et pas de l'état E considéré. Voilà, il faudrait que j'ajoute sur ce palier. Hein, sur ce palier. Voilà. Donc, elle est la même, hein, quel que soit E, donc appartenant voilà, au palier. Bon, alors ça nous arrange bien, d'accord, hein. Donc finalement, voilà, si j'ai un gaz parfait, hein, l'énergie interne finalement de ce gaz parfait, ramenée à la masse, ne dépend pas de la position de... C'est un petit peu normal, enfin voilà, c'est normal parce que finalement, il a même température, même pression. D'accord, hein, donc quelque part, l'état du gaz est le même. C'est simplement uniquement sa masse qui change. D'accord. Donc on peut comprendre que avec l'extensivité, hein, parce que c'est évidemment l'extensivité qui va être importante, eh ben, l'énergie interne massique elle ne va dépendre que de la température. Alors, cette conclusion, ce que je vous fais ici, donc, parce que c'est bien de le faire avec un gaz parfait, en fait, on va voir que c'est général. Hein, avec un argument un petit peu abstrait d'extensivité, on va pouvoir redémontrer ça. Alors, cette conclusion est générale. Rappelle, l'extensivité de l'énergie interne a pour conséquence que cette énergie interne est proportionnelle au nombre de moles d'un système homogène d'une grandeur, alors c'est ce qu'on avait dit dans le cours Introduction à la thermodynamique, hein, une grandeur extensive hein, pour un système homogène est proportionnelle à son nombre de moles. Voilà, d'accord. Donc homogène, donc, voilà, donc si l'homogène il est forcément monophasé, donc on a bien ici un système monophasé, puisque je parle que de la phase vapeur. Donc si c'est proportionnel au nombre de moles, c'est l'énergie grandeur extensive est proportionnelle au nombre de moles, elle est aussi proportionnelle à la masse, puis la masse c'est n fois la masse molaire. Voilà, ce qui va s'écrire donc hein, pour voilà, une énergie interne quelconque, mettons d'un gaz réel, hein. U, donc si c'est M c'est la masse du gaz réel, et je prends toujours les variables TP extensives, U intensive, excusez-moi, U de MTP, c'est M fois
U de T et de P. Voilà comment se traduit le fait que l'énergie interne est proportionnelle donc, à la masse. Donc si j'applique ça ici, on a donc ici le U de M1,18, etc. C'est MV de E, facteur de ce petit U voilà, de T, et avec la pression, c'est PV de T. Donc comme ça dépend que de la température, je l'écris MV de E, facteur de U tilde, d'accord, de T. D'accord, voilà. Donc ce U tilde de T, hein, d'accord, voilà, que le gaz soit parfait ou pas parfait, il ne dépend que de la température du palier et pas de l'état E considéré sur ce palier. Hein, sur ce palier. Donc, d'accord. Donc, donc cette voilà, cette énergie interne utile, elle est la même, quel que soit E, donc appartenant à ce palier. Donc si elle est la même partout, eh ben, je peux choisir pour E, je peux choisir EXV, je peux choisir celui-là. Pourquoi je fais ça évidemment? Parce que le EXV, bah, il est connu, il est dans la table thermodynamique. D'accord? D'accord? Donc le utile de 2T, donc, je rappelle qu'il est le même partout, hein, sur tout un palier à température T, à ce moment-là, hein, eh ben, il est dans la table thermodynamique des états saturants. Hein. Voilà, donc le utile de 2T, en fait, c'est le U1,10V de T qui est tabulé. C'est l'énergie interne massique de la phase vapeur sur la courbe de saturation. Donc cette énergie interne massique de la phase vapeur sur la courbe de saturation, c'est en fait hein, l'énergie interne massique de la phase vapeur, même en dehors de la phase, en dehors de la courbe de saturation, c'est-à-dire sur tout le palier, en fait. Hein, ce qui est tabulé donc, au point de la courbe de saturation est en fait valable sur tout le palier à T. Alors c'est ça qui est en fait pas du tout évident hein, et qu'il faut bien, bien comprendre. Voilà, et qui quand même, bon, c'est essentiel et simplement, voilà, ça on le sait simplement par un argument d'extensivité. C'est-à-dire que moi je trouve ça quand même assez fort. Voilà. Donc, voilà, cette énergie interne donc, de la phase vapeur, elle s'écrit la masse de la phase vapeur, facteur du 1,10V de T, hein, où le U1,10V de T, bon, il est dans la table thermodynamique des états saturants. Hein, d'accord? Voilà, donc c'est le U de EXV. Voilà, donc là, on a dit le plus dur, je dirais, hein, c'est comprendre que cette énergie interne, en fait, hein, quand E se déplace sur un palier, l'énergie interne de la phase vapeur massique ne dépend pas de la position de E sur le palier. Hein, voilà, c'est ça qui est quand même le truc. Voilà. Alors, pour la phase liquide, on va voir la même chose. Hein, on a exactement le même argument d'extensivité pour un système monophasé, hein, donc qui est ici liquide. D'accord? Donc en fait, le UL de MLTP, hein, ça va être la masse ml de la phase liquide multipliée par le U1,10L de T, qui est l'énergie interne massique de la phase liquide sur la courbe de saturation. Et cette énergie interne massique donc sur la courbe de saturation, c'est en fait l'énergie interne massique sur tout le palier AT. C'est l'énergie interne massique donc de la phase liquide sur tout le palier à température T. Voilà, d'accord? Voilà, UL de T, donc c'est l'énergie interne massique de l'état avec celle qui est tabulée. Voilà, donc en fait, voilà pourquoi cette courbe de... On ne vous donne les données que sur la courbe de saturation, puisqu'en fait, on va pouvoir les exploiter en dessous de la courbe de saturation. Donc, voilà, si je synthétise un petit peu tout ce qu'on vient de dire, hein, donc, voilà, on partait d'ici. Hein. Donc, le U de sigma O, voilà, c'est la somme donc, de l'énergie interne de la phase vapeur et de la phase liquide. Et au final, chacun de ces termes, je les ai réécrits comme ça, où je fais intervenir en fait les énergies internes des états extrêmes, EXL et EXV. Voilà. Alors ensuite, bon, c'est plus qu'un petit changement de variable. Hein. On va factoriser en fait par la masse globale, hein, pour faire en fait apparaître un rapport de masse. Donc voilà, donc ici donc je factorise par m l'expression précédente. Voilà, je fais apparaître donc le rapport de la masse de la phase vapeur sur la masse totale, le rapport de la masse de la phase liquide sur la masse totale. Hein. Et à ce moment-là, on va voilà, considérer une variable qui est assez pratique, ce qu'on appelle le titre massique en vapeur. Hein. Donc c'est justement ce rapport MV, alors j'ai laissé tomber le petit e ici, hein. Voilà, c'est MV sur M, voilà, donc c'est MV divisé M, c'est ML plus MV. Hein. Et le titre massique en liquide, voilà, c'est ML sur M. D'accord?
Voilà. Donc c'est quantité sans dimension. Et si je fais xv plus xl, bon, on voit que ça fait 1. D'accord? Voilà. Donc je vais prendre cette expression qui est là, je vais remplacer ça par xv, d'accord? Ça par xl. Ok? Donc on obtient cette expression qui est ici. Voilà. Donc xv u indice v, xv u indice v, plus xl u indice l. Voilà. D'accord? Et le xl, je vais l'écrire 1 moins xv. D'accord? D'après la propriété qu'on a là. De manière à avoir une seule variable. Hein, parce qu'en fait, elles ne sont pas indépendantes. Xv et xv, elles ne sont pas indépendantes. Par contre, voilà, xv. Voilà. Hein. Voilà, donc finalement, on choisit donc au départ, on était sur le groupe de variables, donc v et t. Et finalement, notre groupe de variables, il devient xv et t. C'est comme ça que je repère e, en fait. Hein. T, ça donne le palier, et xv, ça donne sa position. Alors, on écrit alors, voilà l'expression de U. Hein. U, donc, d'un système donc, diphasé liquide plus vapeur, hein, de masse m, avec une fraction massive en vapeur xv, et à température T, sur le palier température T. Voilà, donc je reprends l'expression précédente, il n'y a aucun changement. Voilà. Voilà, et donc je répète, tous les UV et UL hein, sont dans la table thermodynamique des états saturants. Hein, donc que je vous ai donné et qu'on a toujours sous la main, je dirais. Bon, voilà. D'accord, U indice V et U indice L. Voilà. Donc toujours l'idée que ce qui est à l'extrémité du palier, finalement, se retrouve au milieu hein, pour les énergies internes massiques de la phase vapeur et de la phase liquide. Voilà, donc là c'est un beau résultat, je trouve. Hein, voilà, qu'on obtient, je répète, finalement sans aucune mesure. Sans aucune loi supplémentaire, et si ce n'est bon, ces choses sur l'extensivité, dont je vous en ai un petit peu parlé au début de l'année, on se demande un petit peu pourquoi j'insiste là-dessus, mais en fait voilà, on aboutit à ce joli résultat. Alors, vous voyez que je n'ai fait exploiter que l'extensivité, donc ça veut dire que le raisonnement que je viens de faire s'applique à toute grandeur extensive, hein, donc en particulier l'enthalpie, d'accord? Donc je note toujours hein, H indice V, H indice L, c'est toujours donc, ce qui est dans la table thermodynamique des états saturants. Hein. Donc, enthalpie massique de la phase vapeur, donc en EXV, hein, enthalpie massique de la phase liquide au point EXL. D'accord. Pour l'entropie, c'est pareil. Hein. On a les entropies massiques de la phase vapeur aux extrémités, entropie massique de la phase liquide. Voilà, donc tout ça, c'est des grandeurs tabulées. Et le volume, qui est une grandeur tout aussi extensive que les autres. Hein. Voilà, volume massique de la phase vapeur, volume massique de la phase liquide, tabulé. Voilà, sont dans la table pour les états saturants. Voilà, donc on peut vraiment exprimer les fonctions thermodynamiques hein, n'importe où sous la courbe de saturation. Voilà, avec cette formule. Bon. D'accord. Alors, pour le volume, on a quelque chose de particulier. On va aboutir à ce qu'on appelle le théorème des moments, qui alors lui, on ne sait pas pourquoi il est au programme. Tout ce que je viens de vous dire n'est pas au programme, mais le théorème des moments est au programme. Je pense qu'il est au programme sans démonstration, parce qu'à ce moment-là, on ne voit pas pourquoi tout ça ne serait pas au programme. Bon, donc voilà. Hein, alors, on va faire ça avec l'eau. Hein, voilà. Donc ici, si je divise le volume, hein, je le divise par la masse. Je prends un volume voilà, d'un état E au milieu, je divise par la masse. Ça me fait le volume massique. Donc ça me fait ça. Hein, d'accord. Voilà. Et donc, si j'utilise la formule qui est au-dessus, on divise par M. Hein, voilà, sans difficulté particulière. Alors, ce qui se passe, en fait, c'est... Pourquoi c'est intéressant? C'est parce que ça, on le lit sur le diagramme. Hein. Le V indice V de T, le V indice V de T, il est là. Le V indice V de T, il est là. Le V indice L de T, il est là. Voilà. Donc, comme on lit ces positions sur le diagramme, en fait, on va justement aboutir à ce... Hein. Donc là, c'est lu. Hein. Lu sur le diagramme. Donc, c'est pour ça que ça fait un théorème. Hein. Alors, en fait, on va tout simplement exprimer x indice V en fonction de ce petit v. Voilà, c'est-à-dire qu'on va déduire finalement la fraction massique de la position de E, puisque la position de E est donnée par petit v. Hein. Alors, ça ne pose pas de difficulté particulière. On va isoler xv. Hein, voilà. Donc ici, ça fait v de E moins vl de t. Ok, avec le 1 qui est là. Hein. Et je factorise à droite par xv. Donc xv de vv moins vl. vv moins vl. Okay. Voilà, et j'isole xv. Hein. Donc avec cette expression qui est là.
V moins VL divisé par VV moins VL. Voilà. Alors, ce V moins VL, ce V moins VL, c'est cette distance-là. V moins VL, c'est cette distance-là. Et le VV moins VL, c'est cette distance-là. Tout est positif. Voilà. D'accord? Donc, c'est la largeur du palier. Et le V moins VL, c'est la distance de E à EXL, à l'extrémité gauche. Voilà. Donc, je vais noter ça comme ça. Voilà. D'accord. Donc, c'est la distance EXLV. Voilà. V moins VL, c'est la distance EXLV. Et VV moins VL, c'est la distance EXL, EXV. D'accord? Voilà. Donc, V moins VL. V moins VL, c'est bien la distance entre E et EXL. C'est bien cette distance-là, d'accord, qui se retrouve ici. Voilà. Et puis sinon, j'ai la largeur complète du palier, VV moins VL, donc c'est la distance EXL, EXV. Voilà, qu'on a ici. Voilà, donc c'est ça l'idée. Alors ça, je vais l'enlever parce qu'on ne voit plus rien. Voilà, donc XV, voilà, c'est ça, d'accord. Donc vous avez cette distance-là, divisé par cette distance-là. Alors, il ne faut juste pas se tromper. Là, on sait que c'est la largeur du palier. Ici, évidemment, il faut bien prendre EXL quand c'est XV. Alors, ça se voit, je veux dire, si E est à l'extrémité droite du palier, on voit bien que le XV va faire 1. Donc, de toute manière, on le retrouve. Si on a un doute, il suffit d'aller vers les deux positions extrêmes où on connaît que le XV, à droite, il vaut 1 et à gauche, il vaut 0. Voilà. Donc, ça constitue ce qu'on appelle le théorème des moments. Voilà, donc qui permet de déduire la fraction massique de la vapeur, de l'état E défini par VT, en fonction donc de la position relative de E par rapport aux extrémités du palier de température T. Voilà, donc avec tout ça, on peut faire des exercices plus élaborés, où on va avoir des états finaux qui seront diphasés. Et évidemment, le problème, ce sera de connaître où se trouve cet état, donc ce sera de trouver la fraction massique. Alors, évidemment, il faudra aussi avoir la température, la pression et le volume. Mais une fois qu'on a la pression massique, une fois qu'on a la fraction massique, on aura le volume. Et puis la température et la pression sont liées quand même à l'isotherme. D'accord? Donc ça, en général, on le trouve par un autre moyen. Voilà. Donc ça, je dirais, c'est en troisième... voilà, c'est à faire, je veux dire, en troisième phase. Je vais vous expliquer tout ça. Voilà.